Aujourd'hui, je vous présente, en fait, c'est une réactualisation de ma soutenance de thèse. Ce que je disais juste avant, c'est que qui a eu lieu fin 2022. Donc, c'est beaucoup moins stressant qu'une soutenance de thèse, quand même. C'est assez agréable de refaire cet exercice-là de manière beaucoup plus tranquille. Donc, c'est réactualisé, puisqu'évidemment, il s'est passé un an depuis ma soutenance, mais c'est lié à ma recherche doctorale. Donc, je me suis intéressée dans ma recherche doctorale aux enjeux de production en littérature jeunesse numérique. Plus particulièrement dans ma recherche, je me suis intéressée aux livres applications. Dans le cadre, là, pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai fait l'exercice en réactualisant d'ouvrir un petit peu le spectre pour m'intéresser à d'autres formes d'œuvres aussi, notamment la VR, la réalité augmentée, etc. Donc, rapidement, pour mettre un petit peu le contexte, d'abord sur les balises de ce dont on va parler ce matin, ce sont des œuvres littéraires interactives numériques, donc des productions littéraires, donc numériques, c'est-à-dire disponibles via un dispositif. Non, c'est pas amplifié, mais... Oui, mais c'est enregistré. Ah, pardon. Ah, ok, désolé. Bon, ça marche. Merci. Donc multimodal, donc qui implique différents modes sémiotiques, assortis de fonctionnalités interactives. Ça, c'est moi qui ai pris une décision exécutive de moi avec moi-même d'exclure de cette recherche-là le EPUB, même si effectivement c'est multimodal et interactif et numérique et littéraire, d'exclure le livre audio, un petit peu moins multimodal, mais ça reste numérique et littéraire, pour des raisons de pertinence des comparables. Aujourd'hui, notamment, vous allez le voir, on parle beaucoup de diffusion en bibliothèque, dans les espaces traditionnels de découvrabilité du livre. Pour moi, c'était difficile d'avoir des conclusions qui soient à la fois valables pour une application mobile et pour un EPUB qui, lui, est disponible en bibliothèque, qui, lui, peut être distribué, qui, lui, peut disposer d'un ISBN, etc. Donc ça, c'est un choix exécutif que j'ai fait, que j'assume, que je ne m'intéresse pas, en tout cas dans ma recherche, dans la vie, oui, au EPUB, au livre PDF ou encore au livre audio. Deuxième balise que je me suis mise, c'est les livres pour la jeunesse, en particulier des livres pour la jeunesse à peu près, en tout cas qui comportent des images. Dans l'absolu, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'aspect multimodal, que à la base déjà, on a un enjeu de multimodalité, enfin, en tout cas une réalité de multimodalité qui implique et de l'image et du texte. Là, en l'occurrence, en numérique, on va ajouter du cinétique, on va souvent ajouter du son également, etc. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un intérêt personnel de lectrice. Ceux qui me connaissent savent que je suis une geek de littérature jeunesse, une collectionneuse, une passionnée. Deuxièmement, parce que c'est un domaine majeur en édition au Québec. Ça représente un très fort volume de vente. Donc, c'est un aspect de la production littéraire québécoise qui est suffisamment significatif pour pouvoir permettre des résultats que j'estime en tout cas pertinents. Des productions intrinsèquement multimodales et des productions qui soulèvent un aspect intéressant de prise en compte des besoins et usages des publics même dans des choses très créatives, très divertissantes et qui ne sont pas faites pour l'éducation, on garde quand même en tête, quand on fait du jeunesse, toujours un petit peu le lecteur et le lectorat en tête. Deuxièmement, pour le coup, là, j'ai assez ouvert, c'est des œuvres remédiées ou natives. Des œuvres remédiées, c'est des œuvres qui partent d'un élément initial, souvent papier, qu'on va repenser pour le numérique. Donc, il y a un geste de remédiation qui s'installe, mais il y a également des œuvres natives, c'est-à-dire qui sont pensées directement pour le numérique. Voilà un petit peu pour les balises. Pourquoi est-ce que je pense que cette recherche est importante? Elle l'était, je crois, en tout cas, au moment de ma soutenance de thèse, et elle l'est encore plus, je crois, aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a une démocratisation de l'accès aux équipements et aux moyens numériques, un large développement des usages dans les foyers, mais aussi dans les écoles. Alors, autant vous dire que la pandémie a également accéléré ce développement des usages-là, avec plus ou moins de bonheur, hein. On sait qu'il y a une fracture numérique, on va y revenir. Et évidemment, ces deux phénomènes ont une conséquence assez immédiate, qui est le développement d'une offre culturelle numérique, notamment à destination des jeunes publics. Donc, on l'a vu en édition, on l'a vu en art. J'ai fait une recherche avec l'UQTR sur les dispositifs numériques de médiation en art de la scène à destination du jeune public. La pandémie a forcé, entre guillemets, mais parfois forcé était le bon mot, beaucoup d'organismes en art de la scène à s'intéresser aux dispositifs numériques de médiation parce que l'accès aux salles et aux écoles était empêché. Ça a développé des projets. Donc, c'est bien sûr en lien avec l'édition, mais ça peut être en lien avec beaucoup de domaines culturels aujourd'hui que de développer des productions numériques à destination des jeunes publics. Donc, on le sait, le domaine de l'édition a connu de forts bouleversements, alors depuis la pandémie, mais aussi bien avant, hein, avec un changement de paradigme marqué. Je pense que cette phrase, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, et elle est signée Nathalie, Monique Lebrun et Jean-François Boutin. Et un développement rapide des nouvelles technologies, parce qu'un développement des usages, mais aussi un développement des possibles, évidemment. Il y a une plus grande facilité d'accès. Alors, bien sûr, aux moyens de consommation du numérique, mais aussi aux moyens de production du numérique.
Alors évidemment, tout ça est à prendre avec un grain de sel, hein, parce qu'il y a quand même un problème de fracture numérique, d'accessibilité, d'équité financière aussi à l'accès aux moyens de production. Mais on peut quand même dire qu'en une dizaine d'années, aujourd'hui, faire du numérique, faire de la réalité augmentée, faire de l'audio, faire un micro-site web, ça reste beaucoup plus accessible qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années où ça prenait des compétences et des finances beaucoup plus importantes. Cependant, malgré tout ça, on pourrait se dire, bon, c'est super, ça va être une explosion des formes et une explosion des productions jeunesse numérique dans l'édition québécoise. Et non, c'est pas arrivé. On a évidemment quelques œuvres, hein, sinon j'aurais fait ma thèse sur rien ou sur une absence, ça n'aurait pas été inintéressant non plus, mais très très peu par rapport au qu'on pourrait imaginer d'être un potentiel et commercial et créatif, etc. Donc pourquoi? C'est un peu ça qui m'a guidée à travers ma recherche. Donc, ma question de recherche est quels sont les enjeux que rencontrent les maisons d'édition souhaitant produire des œuvres littéraires numériques pour la jeunesse au Québec, et ce, de l'idéation à la mise en marché. Oh, il y a comme un... OK, il y a comme un... Voilà, c'est un suspense, la fin de la phrase. Rapidement, et après je vais rentrer plus dans le cœur du sujet, mais les méthodes que j'ai utilisées, elles sont au nombre de trois. Une observation participante, étant moi-même productrice et ayant été impliquée tout au long de ma recherche doctorale dans une production de livres-applications et de projets de réalité augmentée pour la jeunesse, ça a été évidemment une occasion d'observer. Je parle d'observation participante, mais on pourrait parler même de participation observante, à quel point, parce que j'étais vraiment les deux mains dans le cambouis. Ensuite, évidemment, je ne me suis pas basée uniquement sur moi-même, mais je suis allée rencontrer et faire des entretiens avec des professionnels qui sont issus de l'édition et du numérique. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était évidemment de rencontrer des éditeurs qui ont fait le pas du numérique, d'en rencontrer qui n'ont pas fait le pas du numérique, des maisons d'édition très installées qui avaient décidé de ne pas y aller, des gens qui venaient plutôt du domaine des groupes, des structures de représentation, comme l'ANEL par exemple, ou l'UNEC pour les auteurs, des gens qui venaient du numérique et qui avaient travaillé avec des éditeurs, parce qu'il y a des enjeux, pardon, des enjeux de l'autre côté aussi, des producteurs qui n'avaient pas forcément des habitudes de travail avec les maisons d'édition. Donc, j'ai rencontré tous ces gens-là. Et ensuite, j'ai également examiné des documents, des artefacts, donc des échéanciers, des planches de design, etc. Je vous épargne les outils, les échantillons, les tables, mais je partagerai avec plaisir ma présentation après, pour arriver plus dans le vif du sujet. Donc, j'ai divisé en deux sous-grandes catégories d'enjeux, les enjeux rencontrés par ces maisons d'édition. J'ai réactualisé ça pour les besoins de l'exercice aujourd'hui avec des discours publics. Je n'ai pas refait des entretiens de recherche pour la présentation d'aujourd'hui, mais j'ai replongé dans une cinquantaine d'articles. Quand je dis articles, c'est articles, émissions de radio, etc. En tout cas, discours publics en lien avec ces enjeux-là. Et également dans les commentaires en lien avec l'édition des groupes Facebook producteurs numériques québécois et des groupes Facebook en lien avec l'édition au Québec. Donc, je suis remontée dans les commentaires pour voir les occurrences de ce qui ressortait encore. Ça a pas mal, c'est ça qui est, c'est à la fois, c'était pratique pour moi dans le sens où je n'avais pas réinventé ma présentation, mais c'est un petit peu déprimant de voir que les préoccupations aujourd'hui, avril 2024, sont pas mal les mêmes que celles que j'avais identifiées pour le besoin de ma thèse. Par contre, et c'est la dernière partie de ma présentation, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'être identifiées, notamment avec Nathalie, avec différentes personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Donc, c'est encourageant. On sait que c'est en train de bouger. Première grande sous-catégorie d'enjeux, les enjeux qui sont liés à l'appropriation des métiers, des savoir-faire et de la culture numérique. Quand on fait un projet d'édition, pour ceux qui ont déjà travaillé en édition le savent, c'est relativement, ben, je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne suis pas en train du tout de diminuer le travail d'édition, évidemment, sinon je vais me faire taper dessus, je comprends ça très bien, mais les structures de production sont relativement identifiables et assez installées. Quand on passe en numérique, on arrive à ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe pour un éditeur, pour une maison d'édition qui n'a pas l'habitude d'un projet numérique, de rentrer dans le production numérique. Il y a un pôle éditorial et de gestion de la production, donc l'éditeur se trouve là-dedans, mais également la direction éditoriale, la révision, chargée de projet, traduction. Ça, c'est pas mal des rôles assez classiques dans une structure éditoriale. Si ça ne vous arrange pas, plutôt que d'avoir un masculin qui l'emporte sur le féminin, je vais faire le contraire. Ça vous va? Donc, dans le pôle artistique, on a des autrices, des illustratrices, des musiciennes. Donc, bon, autrice, illustratrice, c'est assez classique aussi, mais musicienne, narratrice, designer, etc. Ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est nouveau pour une maison d'édition qui doit gérer ça et qui ne connaît pas un métier de comédienne et qui ne connaît pas un métier de narratrice. Un pôle technique, donc développement, programmation, etc. Un pôle de conception,
Ça, c'est la conception et de l'application et du projet, mais aussi l'ergonomie, le design UX, design expérience, l'architecture narrative. Donc, c'était tous des nouveaux métiers, souvent pour les maisons d'édition. Et de temps en temps, pas toujours, et malheureusement, ça devrait être, on pense en tout cas avec Nathalie, pour en avoir beaucoup discuté et investigué là-dessus, un pôle recherche en littérature, oui, mais aussi en pédagogie, mais aussi potentiellement en numérique. Donc, c'est énormément de pôles qui sont impliqués. Et aussi, vous le voyez par mon habile utilisation de ces flèches, c'est que c'est aussi des pôles qui sont en répondance en permanence et en itération constante. C'est un peu le principe d'une production numérique, c'est une itération continue. Ça, c'est assez déstabilisant parfois pour les maisons d'édition parce qu'on va peut-être faire des choix éditoriaux et artistiques très forts, très assumés, mais qui vont être contredits par les potentiels techniques ou par des réalités de diffusion qui impactent la conception selon les publics qu'on veut viser, les usages qu'on veut viser. Donc, c'est en permanence une itération, évidemment, en fonction des financements qu'on arrive à obtenir. En tout cas, c'est très complexe. Donc, c'est aussi des équipes ont des rôles et des savoir-faire nouveaux pour les maisons d'édition. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est elles vont souvent déléguer la production numérique à un studio, à une agence qui est externalisée par rapport, à moins d'avoir des très grosses structures, mais ça arrive rarement au Québec. En tout cas, c'est souvent des petites structures. Donc, elles externalisent pour pouvoir développer les projets numériques. Sauf que elles externalisent à des studios qui sont des producteurs numériques, qui n'ont pas forcément le même intérêt ou la même volonté de faire le travail de facture que fait un éditeur jeunesse qui met un soin très particulier au texte, à l'image, un soin au papier, un soin au volume, à la manière dont est amenée la narration. Donc, il a un peu un choc des deux mondes. Par ailleurs, on se rend compte que aujourd'hui, il y a de nombreux besoins qui ont émergé, en tout cas des entretiens que j'ai pu passer, et depuis 2023, des discours publics, un besoin de conseils techniques. euh, on le ressent beaucoup, donc on ne comprend pas ce qu'on est capable de faire. Des possibilités techniques aussi. On arrive avec une idée, mais finalement, peut-être qu'on n'a pas pris conscience qu'il y avait peut-être d'autres possibles qui étaient intéressants qu'on n'avait pas en tête. Une méconnaissance des potentiels, des technologies. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais également des défis, évidemment. Là, j'ai souvent une anecdote que je raconte ici parce que je la trouve mignonne et que je trouve qu'elle est très parlante. Quand on a développé la livre application Fonfon avec Véronique Fontaine, on avait très très envie dans les interactions proposées aux jeunes lecteurs à partir de 4 ans, la technologie du souffle. Donc, comment ça marche? C'est on utilise le micro du iPad ou du téléphone intelligent pour l'enfant donc souffle dans ce micro-là et ça provoque une interaction qui peut être des feuilles qui s'envolent. Bon, bref, on trouvait ça très poétique, très rigolo. On avait envie de l'expérimenter. Donc, on avait testé en mode bêta une solution avec cette technologie, enfin, cette fonctionnalité-là. Et on s'est rendu compte que notre lectorat cible, donc des enfants de 4 ans, ça souffle pas dans un micro, ça crache dans un micro. Donc, très rapidement, les parents enlevaient la tablette ou le téléphone. Ah, ok, non, plus tard. Donc, ça, on s'est dit, ok, bah, c'est intéressant en soi. Pour notre lectorat à nous, peut-être moins, mettons. Donc, c'est une anecdote, mais je trouvais ça parlant parce que on trouvait ça super amusant, nous. On trouvait ça hyper intéressant, on trouvait ça hyper créatif, et je continue à penser que ça l'est, mais par rapport à notre lectorat cible, ça ne marchait pas. Euh, donc, il y a un besoin d'accompagnement dans le choix des technologies. Là aussi, est-ce que ça vaut la peine que je fasse de la réalité virtuelle au regard des équipements aujourd'hui, au regard de mon lectorat, au regard de ce que je veux faire et des messages que je veux passer? Dès l'idéation et en fonction des intentions. Si je produis pour un public scolaire, est-ce que et que mon intention est une utilisation du projet en grand groupe classe? Dans ma conception, ça va s'en ressentir. Je ne veux pas faire une production numérique qui encourage plutôt une utilisation individuelle, par exemple, parce en groupe classe, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Mais également sur la diffusion. C'est quoi les outils numériques disponibles en classe, dans les foyers, etc. Le besoin de budgétiser adéquatement, donc même avant les demandes, en fait, essentiellement avant les demandes de subvention pour aller chercher des budgets adéquats. Anticiper la pérennisation de la production, on va y revenir, mais souvent avec les mises à jour, on perd énormément. Les mises à jour des plateformes, on perd énormément d'œuvres parce que les producteurs et productrices n'ont pas pensé à mettre de côté un budget de mise à jour. Donc là, on a un problème là-dessus aussi. Et un besoin d'outils de veille axés sur les besoins du milieu. Par ailleurs, il y a un enjeu également important, en tout cas, qui a émergé beaucoup,
c'est l'appropriation de la culture numérique, qui est très marquée par la création, la collaboration et l'itération. Loin de moi l'idée de dire que les maisons d'édition, que les éditrices jeunesse ne travaillent pas en création, en collaboration, en idéation. Absolument pas. C'est juste que dans un domaine numérique, on est dans une temporalité un petit peu différente et avec des savoir-faire nouveaux. Donc là aussi, ça crée des enjeux et des irritations parfois, on va se le dire, hein. Donc le besoin de s'inscrire dans une dynamique de travail nouvelle, avec de nouvelles actrices autour de nous, d'acclimatation pardon, des créatrices. Je pense notamment aux autrices, aux illustratrices, qui sont souvent impliquées dans un projet éditorial papier ou plus traditionnel, dans une optique très, très créative, et qui, dans un projet, qui interviennent comme artistes, avec une proposition créative très forte. Dans une production numérique, les autrices et les illustratrices sont souvent interpellées comme un peu des fournisseuses de services. Il y a une forme de commande, un petit peu. Ça arrive en édition aussi, hein, qui est de la commande, évidemment, mais tant qu'on est sur, il y a un glissement un petit peu de la fonction de l'autrice et de l'illustratrice. La nécessité de voir la création numérique comme une création nouvelle et singulière, donc on n'est pas dans la réadaptation ou dans simplement un transfert ou un glissement de médium à un autre, on est vraiment on doit réinventer l'œuvre pour l'adapter au numérique. Toutes les œuvres papier ne s'adaptent pas en numérique. Il y a des trucs qui ne sont pas intéressants en numérique, qui sont fantastiques en papier, mais pas nécessairement intéressants en numérique, et vice-versa d'ailleurs. Donc, on a un besoin de développer des occasions d'acculturation entre le domaine numérique et l'édition. Je tiens quand même à mettre un bémol là-dessus parce que c'est revenu souvent, ce besoin-là de se rencontrer, de faire une rencontre entre les milieux éditoriaux et les milieux de la production numérique, ce qui est revenu très souvent, étrangement pas du côté des milieux de la production numérique, plutôt des milieux éditoriaux, c'est que les éditrices disent, mais c'est bien beau, on assiste à des conférences avec des producteurs numériques qui nous balancent leur savoir, sans du tout prendre en considération nos réalités à nous, nos enjeux créatifs à nous, nos volontés également esthétiques, créatives, de développement. Donc, plutôt que une formation des éditrices, je préconiserais personnellement une rencontre des milieux. C'est une rencontre qui peut se faire en tout début de projet ou à différents temps du projet. Mais je vais y revenir. Je ne regarde pas du tout l'heure, moi, par contre, je ne sais pas. Ça va? Ouais. Bon, parfait. Toujours là-dedans, on a évidemment une difficulté pour les éditrices d'encadrer ce personnel qui est nouveau. Comment encadrer un développeur, comment encadrer un architecte narratif, comment encadrer un programmeur. En tout cas, c'est des choses quand même très, très nouveaux en termes de métier. Donc, souvent, ce que ça provoque, comme je disais tantôt, c'est un peu un abandon de ces tâches-là à des sous-traitants qui n'ont peut-être pas les mêmes considérations esthétiques, ou en tout cas, qui n'ont pas le même souci du soin apporté à une production jeunesse numérique, parce que par ailleurs, ça leur enlève rien, là, je ne veux pas du tout être péjorative, mais qui par ailleurs sont plutôt généralement des gens qui travaillent avec des grandes marques entrepreneuriales et qui travaillent dans des objectifs publicitaires et commerciaux. On n'est pas dans la même réalité, on est dans une réalité, bien sûr qu'il y a un enjeu commercial, on ne va pas se le cacher dans l'édition jeunesse, mais il y a aussi et surtout, c'est-à-dire on le sait tous, là, si on faisait l'édition jeunesse pour devenir milliardaire, c'est un mauvais choix. Mais il y a quand même surtout un souci de transmettre un message, des valeurs et une esthétique particulière. Donc ça, c'est parfois une zone un peu irritante pour la collaboration. Donc on externalise, on connaît mal les métiers. Donc même si on voulait internaliser, bah, comment encadrer quelqu'un dont on connaît mal le métier, comment budgétiser, comment savoir le nombre d'heures qu'elle va devoir y passer. Et on a également des défis spécifiques, en tout cas, ce qui a pu être constaté avec les pôles de recherche. Donc, on le sait, c'est vraiment souvent une question de temporalité. Quand on développe un projet numérique, parce que les technologies avancent rapidement, parce que les financements ne sont pas non plus éternels, parce qu'on a eu une subvention pour un temps X, ben, collaborer avec un pôle de recherche, c'est hyper intéressant la profondeur, mais c'est un temps long. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est que la temporalité d'une production numérique va être de 12 mois en moyenne. Une recherche, c'est souvent plus long, c'est 18 mois, c'est 2 ans pour avoir une vraie pertinence et une vraie profondeur. Donc là, pareil, on a un enjeu un peu de accorder nos violons. Par ailleurs, dernière chose par rapport à l'appropriation de la culture numérique, c'est les temporalités nouvelles. Donc, c'est pas mal le défi de l'itération. Encore une fois, je ne dis pas que les éditrices traditionnelles ne travaillent pas avec l'itération, avec beaucoup d'itération également, évidemment, mais peut-être de manière un petit peu moins éclatée que ça peut être dans le cas du numérique. Bon, là, vous le voyez, on a différentes étapes, préconception, financement, pré-production, conception, production, test, distribution et mise en marché. Donc, ça, c'est l'étape un petit peu classique d'une production numérique, avec des temps plus ou moins longs selon l'ampleur de la production. Mais ce qui est particulièrement, euh, en tout cas, significatif pour le numérique, c'est que c'est des allers-retours constants en fonction du financement qu'on a. La pré-production recule, puis la conception peut reculer en fonction du financement qu'on a, puis on peut retourner. En tout cas, on est dans une itération permanente dans ce cadre-là.
Enfin, alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai défendu longuement dans ma thèse, c'est l'émergence d'un rôle un peu nouveau, un peu hybride, assez inspiré de la passeuse culturelle qu'on utilise moins aujourd'hui comme terme, là, mais donc moi, dans ma thèse, j'ai théorisé la notion de passeuse numérique. Beaucoup de fois, en dans les productions éditoriales jeunesse numérique que j'ai pu observer, celle qui était qui avait le plus de succès. Alors, le succès, ça se mesure de différentes manières, hein, évidemment, mais qui, en tout cas, en termes de fluidité de la production, en termes de satisfaction des personnels et travailleuses culturelles impliquées, qui avait mieux fonctionné dans les processus de travail, c'est celle qui avait intégré une personne au cœur de leur production, qui avait un peu une fonction de passeuse, c'est-à-dire ou de traductrice. C'est-à-dire qu'elle était capable de comprendre un petit peu les enjeux de la recherche, un petit peu les enjeux techniques, un petit peu les enjeux éditoriaux, sans forcément être une experte de l'une ou de l'autre, mais suffisamment pour être capable d'accorder, en fait, un peu comme une chef d'orchestre, d'accorder les violons de tout le monde. Donc ça, c'est un rôle assez central. Malheureusement, évidemment, c'est un rôle d'abord qui est rarement identifié. C'est un rôle avec des expertises d'une grande polyvalence. Donc, c'est des profils qui ne sont pas nécessairement très faciles à trouver. Et puis surtout, c'est des rôles qui sont rarement budgétisés. Donc, on le fait un petit peu comme on peut sur le tas. C'est pas forcément évident, mais on voit vraiment, avec Nathalie, pour avoir travaillé dessus ensemble, on voit vraiment que ça change la donne dans la fluidité des processus de travail. Voilà pour la production. C'est bien, hein. Euh, On enchaîne sur la deuxième grande sous-catégorie d'enjeux, c'est la distribution, la diffusion et la découvrabilité. Donc, c'est non des moindres, évidemment. La première chose, c'est l'anticipation des contraintes de distribution et de diffusion. D'abord, évidemment, on le sait, il y a une pluralité de systèmes d'exploitation. En jeunesse, on voit quand même les chiffres démontrent une prédominance iOS, donc Apple. Mais évidemment, ça peut avoir un impact majeur sur les créations. Une fois de plus, les éditrices prennent grand soin en édition papier à l'esthétique, au volume, à la manière dont on navigue également un ouvrage papier. La nature des plateformes et les contraintes imposées par les plateformes font que on est très contraint par la technologie, ce qui peut parfois être un peu frustrant pour des créatrices. Par ailleurs, ben, les plateformes propriétaires, là pour le coup, je parle vraiment des applications mobiles essentiellement, que sont Apple, que sont Google Store, elles ont un contrôle absolu de ce qui est publié chez elles, ce qui peut avoir un enjeu majeur en termes de création et d'exploration. Je prends un exemple qui n'est pas un exemple jeunesse, mais qui selon moi est très parlant, qui est une application qui a été développée par l'ONF, donc l'Office national du film, qui est un producteur d'abord institutionnel, mais aussi numérique reconnu, qui a publié de nombreuses applications sur les stores qui a voulu publier en 2021, je crois, un projet applicatif qui s'appelait Clite-moi, qui était sur le clitoris et le plaisir féminin. Tout était de l'illustration, il n'y avait absolument rien comme d'éléments érotiques et encore moins pornographiques là-dedans. C'était vraiment de l'éducation à la sexualité pour les ados, jeunes adultes. Ils avaient prévu donc, ce lancement et cette mise en ligne de l'application. Ils avaient prévu toute une opération de communication. Et ça a mis 4 mois pour que Apple finisse par accepter l'application à coup de refus quasiment quotidien ou hebdomadaire. Donc déjà, c'est un enjeu parce que Apple est un peu prude, on le sait. Mais c'est aussi un enjeu parce que ce que ça veut dire, c'est que y a éthiquement, ça veut dire que demain, si Apple dit qu'on ne publie plus rien sur la Palestine, en podcast ou en appli ou en whatever sur Apple, on ne publiera plus rien sur la Palestine sur Apple. C'est que ça a des enjeux éthiques majeurs qui sont difficilement contournables aujourd'hui du fait de la prédominance et quasiment du monopole en fait de ces plateformes-là. Par ailleurs, pour ce qui concerne les œuvres un peu plus avec des formes numériques un peu plus éclatées comme la VR, bien évidemment, on a une rareté également des équipements technologiques. C'est sûr que c'est difficile de faire une œuvre VR au vu des capacités de diffusion qu'on peut avoir avec ça. Et évidemment, il y a un enjeu éthique. On est tous ici en lien avec soit la littérature, soit l'éducation. Donc, ça nous préoccupe évidemment, un enjeu éthique de est-ce qu'on veut vraiment que nos applications ne soient disponibles que sur des appareils Apple? Donc, ça veut dire que l'éducation nationale, en tout cas les milieux de l'éducation, doivent s'équiper d'appareils Apple. Donc, est-ce qu'on a envie de ça, là, en tant que société? Je ne suis pas certaine, en tout cas, personnellement, pas tant. Donc, ça, c'est un enjeu éthique majeur, sociétal, qu'on doit régler tous ensemble en lien avec ces plateformes-là. Ceci dit, on l'a vu avec Meta et les médias canadiens ces derniers mois. C'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, loin de là. Par ailleurs, on a ici l'absence d'un système de distribution et de diffusion en collectivité.
Quand on distribue un livre audio depuis 2019 ou un PDF ou un EPUB, on passe aussi à travers le système de distribution en collectivité, donc bibliothèque scolaire, université, etc. Dans le milieu de l'édition traditionnelle, c'est à peu près 50% des revenus qui viennent des collectivités. Donc, c'est quand même un volume majeur de ventes dont on se prive parce qu'on n'y a pas accès avec des œuvres numériques. Donc, il n'y a pas cette dynamique-là de rétribution des auteurs, de distribution organisée par le système public. Par ailleurs, bah, bien sûr, c'est chouette d'être en bibliothèque, mais être en bibliothèque, c'est aussi avoir accès aux bibliothécaires, qui sont des passeuses incroyables du livre, traditionnelles, qui sont des médiatrices du livre, qui sont des conseils fantastiques pour les communautés éducatives. Donc, on se prive de ces personnes-là qui ont des savoirs très précieux par rapport à l'œuvre littéraire de manière générale. Évidemment, ce qui est difficile aussi dans la distribution, la diffusion, c'est que c'est très éclaté en termes de taux d'équipement, de type d'équipement, que ce soit dans les foyers ou dans les communautés éducatives. Donc là aussi, comment est-ce que je conçois, moi, aujourd'hui, une production numérique sans savoir si elle va être utilisée par une enseignante qui a un tableau interactif pour son groupe classe, par une enseignante qui a un iPad par élève, par une enseignante qui a un iPad par 5 élèves. Comment je conçois l'expérience pour qu'elle convienne aux communautés éducatives si je ne sais pas comment elles vont être utilisées? Et par ailleurs, ben, je l'ai un petit peu évoqué tantôt, mais on a cet enjeu-là d'équipement des communautés éducatives. Aujourd'hui, Apple, un peu partout dans le monde, a ce qu'ils appellent des, je n'émettrai pas d'avis là-dessus, mais des Apple Distinguished Educators, qui sont des enseignants qu'ils forment, qu'ils équipent en matériel Apple, qu'ils forment, qui deviennent un peu des ambassadeurs Apple dans leur communauté éducative. Et on comprend pourquoi ils le font. On comprend pourquoi ils le font, c'est une manière de se former, c'est une manière de s'équiper. Simplement, on s'entend tous pour dire que ce n'est pas forcément Apple qui devrait remplir ces besoins-là. Donc, on a cet enjeu éthique-là de comment est-ce qu'on se défend. Puis, c'est un exemple que je donne souvent parce que je le trouve très parlant. Aujourd'hui, dans les écoles américaines, beaucoup de classes utilisent les logiciels d'apprentissage de la lecture Ronald McDonald, où on apprend à lire avec les personnages McDonald. Est-ce que on a envie de ça? Pas sûr, en tout cas. Mais c'est un avis personnel. Sur la découvrabilité aussi, c'est un enjeu majeur, on le sait, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est ces barrages un petit peu à la diffusion, mais également parce que bah, on est dans un espace numérique francophone qui a été saturé, très difficile de sortir son épingle du jeu. Il y a très peu d'espace de recommandation et de curation. Labyrinthe est l'un des très rares. Entre au Québec, en France, il y a l'Institut français qui fait un travail formidable là-dessus, mais ça reste quand même des espaces de recommandation qui sont faits à la main par des gens qui mettent de l'énergie et c'est compliqué. Qui, d'abord, ne peuvent pas tout voir passer non plus et qui, par ailleurs, souvent, vont être consultés par des gens qui sont déjà intéressés ou initiés. Donc, on est moins présent dans le Journal de Montréal, par exemple, ou dans des structures, des lieux de recommandation ou de curation qui pourraient s'adresser à un public très large. On a de la difficulté avec le numérique jeunesse à accéder aux espaces traditionnels de découvrabilité du livre, la librairie, le salon du livre. D'abord parce qu'il n'y a pas de possibilité de vente pour les libraires. On comprend qu'ils n'aient pas envie de défendre un livre application ou quelque chose sur lequel ils vont mettre de l'énergie à le défendre sans pour autant d'avoir de retour sur investissement. On n'a pas non plus d'équivalent à l'ISBN, donc là aussi, c'est un souci de traçabilité et de soutien de l'industrie et de chaîne de valeur. On a également un souci technique, des contraintes, justement le fait de ne pas pouvoir être disponible en bibliothèque, le fait de devoir démarcher, on ne peut pas forcément vendre de bundle d'applications en commission scolaire. Donc, ça, c'est des contraintes techniques très, très difficiles. Et par ailleurs, l'enjeu de l'indécouvrabilité aussi pour les œuvres numériques jeunesse, puis plus largement œuvres littéraires numériques, c'est l'absence de normes sectorielles reconnues. En musique, on a métamusique. En cinéma, on a le référentiel des métadonnées descriptives. Non, pardon. En cinéma, c'est données d'identification de l'œuvre. En spectacle, on a référentiel des métadonnées descriptives du spectacle. C'est des normes sectorielles qui aident beaucoup à la fois à renforcer la découvrabilité, puisqu'on on travaille tous dans le même sens, au lieu de chacun dans son coin, et par ailleurs, en termes de traçabilité du volume de production. Et on en a parlé, le problème de la longévité et la conservation des œuvres. Donc, les supports évoluent rapidement, on a rarement les budgets pour les mettre à jour, donc les œuvres se perdent. Euh, c'est très cher de mettre à jour une application et parfois ça peut être du jour au lendemain où d'un coup on reçoit une notification iOS qui nous dit ah ben désolé, il faudrait que vous mettiez à jour votre application parce que là
ne peut plus la rendre disponible pour la nouvelle mise à jour Apple. Donc là encore, on est très, très dépendant de ces plateformes-là. Et évidemment, on a un enjeu majeur lié à l'archivage et à la conservation des œuvres. Évidemment, la BNQ fait un travail formidable, mais là aussi un travail de fourmi. Bon, je ne vais pas arriver qu'à des trucs déprimants, là, quand même. J'essaie de voir un petit peu des pistes de solutions. Donc, sur les processus de production, donc sur la première catégorie d'enjeux, c'est sûr qu'un développement de la connaissance, et puis c'est pas moi qui, toute seule dans mon coin, et imagine des pistes de solutions, c'est des pistes de solutions qui sont évoquées par le milieu, évidemment. Donc, développer la connaissance des métiers et des savoir-faire, donc formation initiale, formation continue. Le DESS à Sherbrooke le fait un petit peu. On commence à avoir dans les formations à l'édition des choses en lien avec le numérique, mais c'est souvent concentré sur la numérisation des œuvres. Donc, c'est rarement sur la production numérique native en particulier. Donc, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. En formation continue, là aussi, il y a plein de gens qui font des choses formidables, comme je pense à l'agence Topo, par exemple, qui forme des autrices à travailler avec le numérique, mais ça reste très ponctuel. Peut-être trouver un moyen de le faire de manière plus élargie. Ce qu'on a constaté, puis je regarde Nathalie parce que c'est vraiment lié aussi En fait, je ne l'ai pas précisé au début, je m'en excuse, mais ma recherche a également été très liée à une recherche FRQSC que Nathalie a piloté et dans lequel je l'ai assistée, qui s'intéressait à ça. Comment soutenir les éditrices jeunesse qui veulent faire du numérique à destination des jeunes publics au Québec. Ce qui est vraiment revenu très souvent et qu'on a testé dans le cadre de cette recherche-là, c'est-à-dire qu'on a accompagné des projets en créant des cellules un peu tripartites éditrice, productrice, chercheuse. Ça permettait ces petites cellules d'accompagnement ont permis à différents stades de la création, soit à l'idéation en accompagnant une demande de subvention, par exemple, soit à la conception en renseignant sur les possibilités, notamment en éducation, soit carrément à la production ou à la mise en marché. Donc, et ça a fait ses preuves, ça a fonctionné. Les projets qui ont été issus de ces cellules-là, je sais que 400 Coups a travaillé là-dessus aussi, c'est des choses qui ont permis d'avancer et qui ont permis d'avancer sur un temps plus long, plus en profondeur et d'en tirer des apprentissages. Évidemment, c'est sûr qu'on est dans un domaine, il y a aussi des enjeux commerciaux. On aimerait avoir une rentabilité pour assurer une pérennité du milieu, mais pas que. On aimerait aussi que on puisse un petit jeune aujourd'hui, un petit jeune, mon Dieu, mais que un gamin de 17 ans chez lui, avec ses outils maison, soit capable de s'amuser avec ça. Pourquoi pas expérimenter un truc? Pourquoi pas développer des compétences et des intérêts? On veut que des artistes qui ne font pas forcément du jeunesse aient envie de créer du numérique pour les enfants. On a envie qu'il y ait cette foisonnement-là d'expérimentation parce que la longue traîne fait que bah, on expérimente dans un premier stade et puis l'expérimentation permet une itération puis permettent d'abreuver finalement le marché plus traditionnel, plus commercial. Donc, on veut favoriser l'expérimentation. C'est important, de manière générale, pour n'importe quel domaine artistique, on le sait très bien. Puis développer des connaissances plus précises des publics, évidemment. Je pense que j'ai oublié un bout juste avant, parce que je pense que c'est important aussi, c'est que on a un enjeu de fracture numérique au Québec. À la fois, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, à la fois, bien sûr, en termes d'accès aux équipements et d'accès à Internet, parfois, dans certains coins de la province, mais aussi en termes de littératie numérique. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes, les moins de 20 ans en tout cas, dont on penserait qu'ils sont extrêmement habiles avec le numérique, c'est pas vrai. Ils le sont avec les outils des réseaux sociaux, par exemple, mais beaucoup moins avec d'autres outils numériques. Donc là aussi, il y a une fracture numérique, qui est parfois un peu estompée par le fait qu'on parle beaucoup des écrans, etc., mais elle existe pour vrai. En termes de pistes de solutions pour la distribution, la diffusion, la découvrabilité, bon, évidemment, développer des outils d'accès, comme peut le faire Labyrinthe, de recommandation, de curation, évidemment, faut l'encourager. En France, il y a un label d'éducation au numérique. Je ne sais pas s'il existe encore. Je l'ai pas revérifié juste avant la présentation, mais ça peut être peut-être un outil intéressant pour les communautés éducatives. Évidemment, alors j'ai pas de solution miracle ou technique, mais faciliter l'accès aux œuvres littéraires numériques dans les espaces traditionnels de découvrabilité de la culture et dans le réseau public, développer une norme sectorielle et poursuivre le développement de vitrines internationales. On ne va pas se le cacher, le Québec est un petit marché, euh, le Québec francophone en particulier, donc je crois qu'on n'a pas trop le choix aujourd'hui que d'imaginer comment coproduire, s'exporter, etc. Ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté, ça fait partie des choses qui se sont ajoutées dans ma présentation, c'est la création de maillage. Ce qu'on a pu voir depuis une petite année, c'est vraiment le développement de projets numériques qui combinent papier et numérique pour plusieurs raisons. On le voit notamment avec l'atelier de création Fonfon, j'en parlais tantôt, des livres applications Fonfon qui combinaient un livre augmenté, comme on disait,
et un espace de création. Donc l'enfant pouvait venir créer sa petite histoire en s'inspirant des visuels, en réutilisant des visuels, en mettant sa voix, son texte, etc. Véronique Fontaine, donc des éditions Fonfon, a développé l'année dernière l'atelier de création Fonfon, qui est donc un site web gratuit. Les applications étaient vendues, qui ne comporte pas de livre augmenté, qui comporte juste l'atelier de création. La manière dont ça s'utilise, finalement, c'est que l'enfant achète un des albums Fonfon en librairie, voilà, et il peut, pas nécessairement, mais il peut aller recréer son histoire à partir des visuels du livre. Sur la plateforme de l'atelier de création Fonfon, on trouve les autres visuels des autres livres disponibles, donc ça peut être un incitatif à aller se procurer d'autres albums de la collection. Donc ça, c'est l'atelier de création Fonfon le fait. On a les éditions Alaska qui font de la réalité augmentée également. Ils ont une application de réalité augmentée disponible avec plusieurs livres papier. Nous, alors c'est le moment autopromo, mais avec la puce à l'oreille, on a développé une série de balados qui s'appelle À l'écoute, qui sont des balados documentaires en lien avec des albums jeunesse papier. On a également sorti la semaine dernière des affiches interactives qui fonctionnent par la reconnaissance vocale. Donc les affiches sont vendues en librairie, c'est-à-dire avec une application mobile qui interagit via la reconnaissance vocale avec l'enfant. Donc, on essaie la combinaison. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet des avenues de découvrabilité croisées. Je suis disponible en librairie, en salon du livre, en bibliothèque, etc. Donc, j'ai accès directement à mon public. On sait en plus que la littérature numérique, c'est souvent un achat d'impulsion. Je me balade, je suis avec mon enfant, ça lui ferait plaisir, je le prends, un album, etc. On sait également, je m'excuse, c'est un peu trivial, mais vous parlez d'argent aussi, on sait également qu'un parent qui en a les moyens, évidemment, tout à fait capable de mettre un 30-40 $ dans l'album jeunesse, mais très, très, très frileux à mettre un 0,99 dans une application jeunesse, par exemple. Et par ailleurs, ben, pour les productions de papier, ça ouvre des espaces numériques de découvrabilité qui étaient un peu inexplorés. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment la découvrabilité croisée. Par ailleurs, on le voit très souvent, en fait, quasiment tout le temps, les projets numériques en lien avec des projets papier sont gratuits. Donc la portion papier est payante. On vend en librairie, etc. On vend en collectivité aussi. On offre un supplément numérique gratuit, ce qui fait que souvent le numérique va être utilisé comme un élément de notoriété promotionnelle. C'est souvent aussi quelque chose qui est un bel argument à défendre devant des médias, par exemple. Ça attire l'attention d'un média, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Et évidemment, ça assure l'adhésion de la chaîne du livre. Je ne suis pas en train de dire à des libraires, bah, on va faire un projet qu'on va vendre nous de notre côté, sur lequel vous n'aurez aucun intérêt. Non, là, vous vendez un objet, vous avez vos revenus comme un livre traditionnel, mais nous, on ajoute quelque chose pour euh, compléter finalement le livre. Évidemment, ça pose toujours ce même questionnement éthique, c'est rentabilité versus expérimentation, c'est certain, mais ça, je pense que c'est pas mal dans tous les milieux culturels, d'arriver à équilibrer les choses entre l'expérimentation pure et la rentabilité d'un milieu. Ça, c'est mon grand rêve, mais Nathalie, peut-être un jour, le réalisera. C'est un incubateur québécois de l'édition numérique qui permettrait une mise en valeur collective, le développement de cellules d'accompagnement, des activités d'atelier, de réseautage, le soutien par les pros du numérique, des cycles de formation, etc. Ça, c'est mon rêve absolu. Mais bon, on y va, on y va. Dans les nouvelles recherches, en tout cas, moi, ce qui me trotte depuis quelques mois et que je commence à me dire que ce serait quand même pas mal que. Parce que j'aimerais pencher là-dessus, c'est évidemment voir ce qui se passe dans d'autres sphères culturelles, parce qu'eux ont trouvé des solutions pertinentes qu'on pourrait imaginer appliquer au milieu du livre. À l'international, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, un peu je le fais par défaut, mais de manière plus concrète, afin de contribuer au développement des connaissances et puis surtout des outils pour permettre de soutenir les professionnels de l'édition, du numérique, à développer des projets de création numérique à destination des jeunes publics, puis en documenter les impacts aussi. Fait que ça fait beaucoup de boulot, mais c'est pas grave, on a le temps. Voilà.